Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de l'entraînement CrossFit et fonctionnel en général. J'ai même oublié la phrase de mon intro, c'est pour dire que ce numéro va être magnifique. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mon comparse Gauthier. Ok, comment ça va? Bonjour Eli, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Vous savez, j'ai l'impression, c'est incroyable, si vous écoutez juste les intros du Shaker Show épisode après épisode, vous pouvez faire la psychothérapie de Gauthier. Et donc apparemment son psychanalyste, il fait vraiment des putains de bonnes séances. Non, je suis en train de réfléchir, tout va bien. C'est parce que j'ai pas de casque aujourd'hui, franchement je fais la gueule parce que j'ai pas eu de casque. Ouais, donc il n'a pas le retour, il n'entend pas sa propre voix, mais je peux te dire, moi je l'entends, elle est cristalline et surtout elle est aussi forte que la mienne, donc les gens vont être contents. Et ça c'est beau. La seule différence, c'est que pour qu'on ait la voix au même niveau, moi le micro il est à 3 mètres de ma glotte et lui par contre le micro il est dans sa glotte. Ok les gars, aujourd'hui sur le numéro du jour, vous allez voir qu'on va aborder ensemble un paquet de sujets. Vous vous en doutez, on va aborder forcément les mises à jour sur l'organisation de la saison des CrossFit Games, quels sont les grands changements, les améliorations, peut-être les trucs qui ne sont pas des améliorations et les grandes dates qui vont venir jalonner cette saison. On parlera aussi de mes vacances et notamment de mon dernier voyage en Slovénie où j'ai fait quand même pas mal d'entraînements, pas mal de WOD et pas mal de CrossFit. Et puis on finira en parlant ensemble d'un sujet plus lié au coaching. Là c'est autant pour les coachs que pour les athlètes. On parlera du travail avec PVC et comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre un peu plus dynamique, un peu plus cool. Et je vous le rappelle, cet épisode est désormais sponsorisé par Atom CBD qui ont fêté leur 1 an hier. Je vous ai parlé la dernière fois de leurs infusions, donc je le rappelle, énergie, silhouette, sommeil. Moi, vous avez compris que je prends un peu trop d'énergie, je prends un peu plus de sommeil. Gauthier, il prend silhouette. J'en ai besoin. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, carrément, parce que l'on a vu que chaque semaine il y avait une nouvelle évolution des CrossFit Games. Autant le lieu change en 2024, là c'est le format qui change en 2023. Yes, effectivement, c'est le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est les évolutions sur la saison en 2023. Mon message publicitaire pour Atom, il s'en bat les couilles, Gauthier, lui, vraiment arrivé. J'ai coupé direct, je suis rentré dans le sujet direct. Il fait moi le décaféiné, j'aime pas ça. Mais effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un paquet de nouveautés sur cette saison et des nouveautés, je dirais, qui s'inscrivent dans un peu la continuité de ce qui a été fait sur les années précédentes. On devrait faire un podcast d'ailleurs sur l'évolution au travers des ans de l'organisation pour atteindre les CrossFit Games. Mais en tout cas, Gauthier, qu'est-ce que toi tu retiens de ces mises à jour? Déjà, je retiens que c'est terminé des semi-finals comme on les a connus cette année et quelques années précédentes. Là, on est le retour aux Regionals, si je ne m'abuse, et le retour des grandes régions en tout cas. Ouais, l'appellation ne change pas, ça restera des semi-finals, mais effectivement, je dirais que le premier changement concerne pas trop les events en eux-mêmes, mais plutôt le fait que CrossFit va de nouveau avoir la main à 100% sur une partie d'entre eux. Et c'est peut-être ça la grosse nouveauté qui rappelle les régionaux, puisque les régionaux c'était l'équivalent des demi-finales des CrossFit Games, qui jusqu'en 2018 inclus, étaient des compétitions qui étaient contrôlées de A à Z par CrossFit, ce qui assurait une certaine uniformité dans le déroulé, dans la qualité de ce qui était fait. Ouais, si on se rappelle l'année précédente, effectivement, sur les semi-finals, on avait 2 WOD qui étaient communs à tous les semi-finals. Et là, effectivement, tous les événements vont être communs. Donc, on aura un programme standardisé pour chaque événement. Et ça, effectivement, c'est le deuxième gros changement de cette année. C'est que, autant l'année dernière, dans les semi-finals, les organisateurs étaient relativement libres de programmer ce qu'ils voulaient. Autant cette année, effectivement, CrossFit reprend la main complètement. Et je peux dévoiler une petite histoire par rapport à ça. Je pense que ça va éviter certains épisodes où parfois les organisateurs d'événements se retrouvaient à programmer leur compétition comme ils l'entendaient. Et puis parfois les organisateurs des Games à avoir en dernière minute des doléances vis-à-vis de la prog. Je prends l'exemple d'une compétition que je ne citerai pas qui se déroule en Grande-Bretagne où l'organisateur a dû inclure un dernier élément parce que au-dessus, on avait besoin de tester à tout prix la capacité des athlètes à marcher sur les mains. Et donc ça a changé l'un des WOD. Les participants ne s'en sont pas rendus compte, eux, quand ils ont fait la compète. Mais c'est vrai que pour les organisateurs, c'est pas plaisant de devoir ajuster leur programmation. Et en même temps, on comprend complètement le sens de cette démarche, puisque lorsqu'ensuite on se projette sur ce qui s'est passé à Madison la même année, quand on a vu l'histoire avec les double under en avant, en arrière, en croisé, en ci, en ça, et le degré de complexité sur la marche sur les mains, on comprend que si on veut demander à un athlète de faire une valse, de prendre une rampe, de faire un press to handstand,
on a besoin de s'assurer au préalable qu'il sait marcher sur les mains. Le fait d'avoir une programmation uniformisée va permettre complètement de changer ça. Ouais, effectivement. Donc si on parle un peu de programmation, effectivement, c'est ce qui a changé. Maintenant, si on regarde par rapport au calendrier, de comment ça va fonctionner, tout ça, du coup, cette année pour le calendrier de qualification, on aura toujours le même format. On suivra toujours le tunnel avec l'entrée sur l'Open qui commencera le 16 février. Ensuite, on aura les quarts de finale qui seront online, si je dis pas de bêtises. Et derrière, on aura les semi-finals qui, eux, commenceront un petit peu plus tard dans la saison. Si je retrouve la date, parce que j'ai quand même encore bien préparé le podcast. Et ça, c'est beau. Du 18 mai au 4 juin. Ouais, il y a quelques changements qui se produisent, notamment quand même dans le découpage des régions. C'est-à-dire que traditionnellement, aux États-Unis, on s'était retrouvé à avoir plus de régions que ce qu'on a là. Aujourd'hui, il y a une région pour l'Amérique latine et 2 régions au niveau des États-Unis. Ça, c'est cool. Je pense qu'ils construisent sur le fait que l'an passé, ils avaient eu du mal à organiser leur semi-final. Rappelle-toi, il y avait l'une des semi-finals qui s'était déroulée avec une semaine d'intervalle exactement dans le même lieu avec les mêmes organisateurs. Donc je pense que ça leur permet d'éviter ça. En plus, pour le public, c'est un peu la même chose en Europe. C'est que mon avis personnel, mais moi je trouve qu'il y avait l'un des semi-finals qui avait un niveau qui était plus relevé même en termes de spectacle que l'autre. Et du coup, je pense que d'avoir des grosses régions, donc Amérique de l'Ouest, Amérique de l'Est, Amérique latine, Europe, Afrique, Asie et Océanie, ça va aussi permettre de rassembler déjà un plateau d'athlètes de plus haute qualité. Donc ça va envoyer du lourd, je vous le dis direct. C'est peut-être 60 athlètes qui vont avancer jusqu'à l'étape des semi-finals, mais ça va être que du lourd, ce sera les meilleurs à l'issue de l'Open et des quarts. Mais en plus de ça, même pour le public, ça fait un seul point de rendez-vous et donc ça promet à mon avis une fête encore plus belle. Ouais, ça va être vraiment top. Et je me rappelle pas de combien d'athlètes il y avait au Lowland ou au Strength in Depth l'année dernière, mais là 60 athlètes, ça va être énorme sur le floor. 60 garçons, 60 filles, ça va faire un pool énorme d'athlètes en fait. Je pense surtout que ça va faire plus de vagues. Je ne veux pas dire d'ânerie, mais il me semble que l'an passé, c'était 30 athlètes qui étaient qualifiés pour cette étape-là et ils ont gardé 5 pour aller à l'étape suivante, alors que là, cette fois-ci, ils vont en faire venir 60 pour finalement avoir le même nombre de places, c'est-à-dire 10 chez les hommes, 10 chez les femmes, si on prend la situation de l'Europe pour ce qui nous intéresse. Et ouais, non, franchement, je pense en vérité que ça va surtout faire un spectacle plus cool pour les spectateurs, parce qu'il y avait pas nécessairement de gros temps morts sur cette année, du moins de ce que j'ai vu, notamment au Lowland où j'ai passé l'intégralité du week-end. Mais néanmoins, voilà, là ça va être un spectacle incessant, ça va envoyer la sauce. Et puis tous les gens qui vont venir des différents pays devraient avoir l'opportunité de soutenir leurs athlètes. Aujourd'hui, l'air de rien, si on pense juste aux Européens, si on pense un peu aux différentes nationalités, il y a des Anglo-Saxons qui ont été aux Games, il y a des Italiens qui ont été aux Games, il y a des Français qui vont aux Games, il y a des, j'en sais rien moi, il y a des Allemands, je crois pas, mais j'ai peur de dire une bêtise. Bref, il y a un paquet de nationalités qui est représenté et donc du coup ça devrait vraiment faire une fête. Franchement, je pense qu'on va retrouver un petit peu les ambiances qu'on avait dans les tout premiers régionaux à l'époque en 2013 et 2014, là où on se déplaçait à Copenhague. Ouais, ça va être très cool. En tout cas, dans ces demi-finales, on retrouvera du coup des nombres différents selon les régions. Les 3 grosses régions à suivre, ça va être l'Europe, l'Amérique du Nord à gauche, l'Amérique du Nord à droite, avec 60 qualifiés et 60 qualifiés pour les demi-finales et 40 teams. Et ensuite, sur les régions comme l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Amérique du Sud, on retrouvera 30 garçons, 30 filles et 20 équipes. Il y a quand même un truc à noter, c'est que mine de rien, l'inscription de l'Open, ce qui va faire foi pour choisir un petit peu dans quelle catégorie on va tirer, c'est la nationalité. Et donc, je vais te dire, à mon avis, à nouveau, il y a quand même un paquet de mecs qui vont se rappeler qu'ils ont une double nationalité. Parce que là, on regarde par exemple l'Afrique. Je suis désolé, mais à mon avis, il y a quelques Européens qui vont jouer un petit peu du passeport. Du moins, c'est possible. Pourquoi pas tenter d'aller faire la compétition en Afrique. Et puis aussi une autre personne pour qui ça doit bien arranger les choses, c'est par exemple Tia. Parce que là, à l'heure actuelle, du coup, je ne sais pas combien il y a de spots pour l'Océanie. Mais je pense que ce soit à la fois pour Tia Claire Toomey ou pourquoi pas pour Cara Sanders, bon, ça leur assure quand même plus ou moins le fait de pouvoir envisager une saison relativement sereine pour l'année prochaine. Ouais, l'Océanie, il y a 30 spots pour les hommes, 30 spots pour les femmes. Donc effectivement, ça va être une bonne saison. Qu'est-ce que j'allais dire ? Bon, par rapport aux demi-finales, c'est toutes les infos qu'on a dernièrement. Je pense que les prochaines... est-ce que tu as d'autres choses à dire ? Parce que les prochaines choses qu'on a... il fait des transitions éclatées au sol, mon Dieu, il travaille trop, ce mec travaille trop. J'ai rien de plus à rajouter, mais ce que tu peux aussi noter, c'est quand même la disparition du Last Chance Qualifier. Ah oui, c'est vrai, okay. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et ça, c'était quand même une belle merde. Ouais, c'était quoi ? C'était 5 entraînements à faire en 2 jours, un truc comme ça. Ouais, ils en prenaient un garçon, une fille, ils étaient 30.
Ouais, Games of Thrones. Exactement. Je crois même qu'ils en prenaient peut-être 2, mais dans le sens où, pourquoi est-ce que je dis en rigolant que c'était une belle merde, c'est quand même, faut se mettre dans les baskets un peu des athlètes. Les mecs, ils ont fait l'open, ils ont fait l'écart, ils ont fait une demi sur laquelle souvent ils sont pris les pieds dans le tapis. Il faut qu'ils se relancent pour faire des last chance qui peut peut-être les cartonner alors qu'ils sont plus très loin des CrossFit Games. Et en plus de ça, eux, ils ont d'autres rendez-vous sur lesquels ils ont envie d'aller, ne serait-ce que pour construire un peu leur carrière, aller prendre du prize money ou se faire voir par leurs sponsors. On se rappelle l'an dernier, que ce soit Dukic ou que ce soit d'autres athlètes, je veux dire, ou même Adrien Moonweiler, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient quand même pris un vrai risque à se déplacer pour tenter au French par exemple, pour ensuite faire les last chance. Donc là cette fois-ci, à l'issue des semis, les places qui resteront encore à pourvoir, même si on n'a pas tous les détails, ça sera en fonction des performances qui auront été démontrées à l'Open, en quart et au semi. Bon, en tout cas, les prochains rendez-vous dont on aura hâte de voir, c'est où est-ce que vont se situer ces demi-finales sur toutes les régions, hein. Et là pour l'instant, en tout cas pour l'Europe, c'est encore sous le sceau du secret. De ce que nous, on pense pouvoir deviner, il y a différentes options. Okay, je pense que vraisemblablement des options, il y en a 3. La première, c'est de réutiliser ou Londres ou les Pays-Bas pour récupérer l'un des semi-finals de l'an passé et du coup s'arranger pour en faire le nouveau lieu de la finale. La seconde option, c'est soit Madrid, parce que les régionaux s'y sont déjà déroulés, soit Berlin, parce que là, à nouveau, à l'époque où il y avait un régional pour la Méditerranée et un régional pour l'Europe en lui-même, ça se faisait là-bas. Est-ce que toi, tu as une idée, un diagnostic? Un diagnostic. Un diagnostic. Un diagnostic. Non, je ne me mouille pas là-dessus. Pour avoir vu Amsterdam et pour avoir vu Londres, dans tous les cas, ce serait des belles choses. J'ai pas eu la chance d'aller aux Regionals, mais à mon avis, c'était quand même une sacrée ambiance aussi. Donc, dans tous les cas, il n'y aura que des bons choix dans ces 4 destinations. Et bah ça envoie la sauce et moi je vais me mouiller. Je pense que si ça se fait quelque part, ce sera à Berlin pour la bonne et simple raison que je pense pas que les organisateurs des Games aient envie de retourner à Madrid. L'arène est mortelle, mais vu qu'il y a déjà un gros rendez-vous qui est maintenant les Madrid Championship et qu'ils ont fait quelque chose en plus de très chouette cette année, on me l'a décrit ça comme étant plus gros que Wodapalooza, je pense qu'ils auront envie d'aller dans un lieu qui ne leur appartient qu'à eux et donc a priori pourquoi pas Berlin. Bon, en tout cas, dès qu'on a des nouvelles infos, vous restez branchés sur Instagram, sur Facebook, sur votre Minitel et on vous rebalance les infos. On essaie de les traduire du mieux qu'on peut. L'office du tourisme. On a même des jingles de transition, c'est fou ça. En beatbox. L'Office du tourisme de la Slovénie est fier de vous présenter la future rubrique du French Redone. Eli part en vacances en Slovénie. Ah, c'est vrai, il était parti en vacances en Slovénie. Bon, alors comment c'était la Slovénie, Eli? Est-ce que c'est la meilleure destination de vacances que tu aies faite? Écoute, franchement, je suis pas vraiment parti en vacances, en plus en Slovénie. Pour être hyper transparent, je suis parti en Slovénie parce que pendant le deuxième confinement, j'ai eu la chance d'être un petit peu gâté par une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Kingsbox, qui est une marque de matériel. Si vous aimez ce qu'on fait de près ou de loin, c'est sûr que vous avez déjà vu une pub à eux passer sur votre Facebook et votre Instagram. Et donc voilà, moi j'avais l'occasion de discuter notamment avec les patrons qui sont 2 associés qui ont une trentaine d'années, qui sont vraiment des mecs très cool. Et donc ils m'avaient invité et je les ai pris au mot pour savoir si c'était une invitation de Gascon ou pas. Donc j'ai décidé d'aller passer 3 jours en Slovénie avec Mélodie Andrani et Célia Gamiani. Déjà parce que c'est un vrai plaisir de prendre les clés d'un Airbnb avec 2 meufs et de voir un petit peu le doute dans la lecture, dans les yeux du propriétaire. Alors qu'en fait, tu subis pendant 3 jours, mais quand tu prends les clés, tu le regardes. Les 2 snatchent plus que toi, donc c'est vraiment toujours un moment difficile quand tu vas t'entraîner avec elle. Exactement, voilà, je me suis fait poncer pendant 3 jours, je te le dis direct. Vraiment, j'ai ramassé. Mais surtout au-delà de ça, c'est parce que je voulais aller simplement repasser du temps avec les patrons de Kingsbox qui se reconnaîtront. Et puis aussi au-delà de ça, j'étais curieux de voir à nouveau l'aventure un peu entrepreneuriale de mecs qui se sont lancés là-dedans un peu par passion et par plaisir, et de voir qu'ils ont fait des trucs vraiment bien. Donc je sais que des fois sur les équipements, on se pose plein de questions, savoir d'où est-ce que ça vient, est-ce que tout est fait en Asie, ci et ça. Et donc là vraiment pendant 3 jours, mec, j'ai eu l'occasion de me promener, j'ai été voir les usines où sont... Ouais, c'est ça ma question, tu as visité un peu comment ça se fabriquait, les bars, ce genre de trucs et tout? Exactement, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a gavé de taf. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une usine qui est là pour utiliser la matière première qui est l'acier. Donc, ce n'est pas des fonderies. Chez Kéché, on adore voir, par exemple, c'est moi le premier, dans certaines pubs d'équipementiers américains, on voit du métal qui coule, etc. Donc, moi, je m'attendais à voir un peu ce genre de délire. Non, pas du tout. Le métal qui coule, c'est déjà fait auprès d'un premier prestataire. Ça arrive dans une usine
où à partir de là, en fonction des commandes, les mecs ils fabriquent ce qu'ils ont besoin de fabriquer, découpe laser, etc. J'ai vu une machine pour plier du métal, mec, 130 tonnes de pression. Et là aussi où c'est peint, donc voilà, de la peinture cuite, du ci, du ça. Moi, ce que j'ai préféré, je t'avouerai, dans l'usine, c'est vraiment les calendriers que les mecs avaient accrochés au mur. Ça envoyait du lourd. Il y avait une fille, elle était de dos, mais je crois qu'on pouvait voir à travers elle avec la pose qu'elle avait. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était vraiment charmé. Et puis ensuite, ça va dans un second endroit qu'ils appellent eux la ligne d'assemblage, où en fait simplement certaines choses doivent être montées. Exemple, les barres. Donc on ne se rend pas compte, mais pour prendre ce prestataire-là, mais ça pourrait être d'autres, dites-vous que des fois votre barre, elle est livrée, la barre en elle-même est livrée par un premier prestataire, les manchons par un autre. Là en l'occurrence, c'était les barres, ce qu'ils appellent les serracotes, celles qui sont peintes de couleur, elles partent chez un troisième prestataire pour être peintes, elles reviennent, elles sont montées sur place. Donc en fait, il y a beaucoup de mecs qui bossent derrière tous les équipements qu'on a chez nous. Et puis particulièrement chez Kingsbox, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont un vrai truc de recherche et développement. C'est-à-dire en fait, en gros, les mecs ils font de la modélisation 3D, ils designent leurs produits, etc. Et c'était vraiment cool. J'ai vraiment passé 3 bonnes journées. Je me suis bien entraîné. Je suis parti en Italie rencontrer des mecs de CrossFit Audace qui sont des personnes que j'ai eues en formation pour Kids et pour le L1. Voilà, j'ai mis des coups de pied dans des PAO avec un prof de karaté. Sans transition avec le CrossFit Kids. Exactement. Des high kicks, c'est des high kicks. C'est pas pour les enfants, c'est des high kicks. Mais non, vraiment c'était cool. Et une nouvelle fois en France, on a Fit and Rack qui doit vivre sensiblement le même type d'aventure. Mais c'était juste très plaisant. Et puis aussi, ça m'a mis un coup de me dire, ouais putain, il y a quand même des mecs qui taffent, dur. Il n'y a pas que nous dans les box. Même avant, quand on va commander un truc, il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc non, c'est vraiment un bon voyage. C'était vraiment cool. Et pour partager ce que j'en pense en toute transparence, voilà, quitte à dépenser de l'oseille pour équiper sa structure, autant savoir d'où est-ce que ça vient. Et c'est le Made in USA, c'est de la balle, mais le Made in Europe, c'est pas mal non plus. Ouais, parce qu'eux, ils font de tout. Ils font de la kettlebell à la dumbbell. Alors ils vont pas tout faire, parce que la plupart des prestataires, justement, sur certains produits, on va dire les clips, les dumbbells, les kettlebells, très souvent en toute transparence, ça va être dur de battre ce qui est fait en Asie. Mais ils peuvent faire des tests, encore que les kettlebells, c'est possible que ce soit fait dans l'usine. Mais par contre, tout ce qui va être rig, éléments sur mesure, barres, là, 2-3 machines à la con que j'ai pu tester, ça m'a pas redonné goût en la musculation. Mais là, par contre, c'est fait chez eux, c'est designé par eux. J'ai vu que tu avais fait de la presse à jambes. Ouais, mais il n'y a pas une presse à jambes avec. Presse à jambes. Est-ce que tu as fait de la poulie? De la presse à jambes, j'ai voulu, mais j'en ai pas. Je fais du bel squat. Ah ouais, c'est presse à cuisse, la presse à jambes. Ah ouais, toute mon expérience de musculation a été révélée. Presse papier. Cette année était cool la presse parce que c'était une presse dissociée. Alors, tu pouvais pousser les 2 plateaux en même temps. Sinon, tu pouvais faire une jambe ou l'autre. Et moi qui me suis pété la cheville il y a 2 ans, j'étais ravi de constater que j'avais vraiment une jambe qui était plus forte que l'autre. À pouvoir conduire ta moto, j'ai compris pourquoi tu t'étais pété la cheville. Oh la vache. Ah là, mais l'écoutez pas, elle est très bien ma moto. Mais en tout cas, non, franchement, bête de voyage, je regarde pas un instant, c'était cool. Et la bouffe était mortelle. Et un peu de culture générale, quand vous voulez dire allez on se casse en slovène, vous dites gremo. Du coup, c'est noté. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on parle un peu de coaching maintenant? Ouais, on peut pas parler que de rig et de barre d'haltérophilie, il faut parler un petit peu de coaching. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'enseignement avec PVC. Ça sert à rien, le PVC. C'est vraiment un truc qui est redouté, l'entraînement avec PVC, souvent par les coachs, parce que c'est dur de rendre ça dynamique. Et puis parfois par les athlètes, parce que quand c'est mal fait, c'est chiant. Et que donc, on a vite envie de passer à autre chose. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose qui est indispensable dans la méthodologie, dans la pédagogie, pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est que quand vous avez un cours que vous donnez, vous êtes des athlètes de niveaux très différents, et que donc le PVC, tout le monde peut s'en servir. Ouais, déjà tout le monde peut s'en servir et surtout ça peut nous permettre de laisser les athlètes dans certaines positions sans avoir trop de scrupules. Parce que des fois la barre de 20 kg, par exemple en bas d'un overhead squat, c'est pas très rigolo de rester 4-5 secondes en position basse. Ça c'est sûr et certain, et pourtant c'est pas parce que l'objet ne bouge rien qu'il faut sous-estimer quand même la difficulté de rester dans des positions qui sont statiques. Je pense que si vous êtes athlète, vous allez vous reconnaître en bas d'un overhead squat, en bas d'un snatch, ou parfois dans une position de clean où on a un front rack complètement dégueulasse avec le PVC qui vous coupe la gorge en deux. C'est pas forcément là qu'on se sent hyper malin. Et donc si on pense à l'expérience de l'athlète, c'est aussi des moments où il faut que l'athlète il reste le moins possible, surtout si c'est du temps qui n'est pas mis à profit pour le coacher. Bon, par exemple, si on regarde notre exemple dans notre tête par exemple de l'overhead squat, il faut garder à l'esprit qu'on aurait peut-être 2 phases sur ces mouvements-là, des phases où les athlètes bougent et des phases où les athlètes ne bougent pas. Et on pourrait amener des corrections sur ces 2 phases-là. Maintenant, est-ce que, on en parlait tout à l'heure, est-ce que le plus opportun pour toi, c'est de peut-être corriger les mecs dans les phases statiques en bas du squat quand ils sont en train de croiser les doigts, d'allumer un cierge pour que tu leur dises de remonter? Ou est-ce qu'on peut profiter de ce temps-là pour en discuter un peu plus haut?
Je dirais en vérité, ça dépend du niveau d'aptitude du coach et puis aussi du nombre de personnes qu'on a en face de soi. Le coach débutant, vous reconnaîtrez peut-être dans cette description, lui principalement, il va être plutôt efficace pour coacher ce qu'on appelle nous les fautes statiques, c'est-à-dire c'est des fautes qu'on va être capable d'observer dans des positions où l'athlète ne bouge pas. Donc là, forcément, quand là le mec il est en bas, c'est le bon moment de lui dire ok, pousse la barre vers le ciel, écarte tes genoux, descends un peu plus bas. Okay, mais en même temps, si j'ai 10 personnes en face de moi et que je donne des corrections statiques à plus de 3 personnes consécutives, ça veut dire que mes athlètes vont rester en bas pendant une durée qui est supérieure à 10 secondes et franchement c'est naze. Donc il faut être capable, même si on aime les corrections statiques, de se forcer à les donner rapidement dans l'ordre de 6 à 7 secondes et faire remonter les athlètes en position debout. Comme ça, on verra plus de reps et en même temps, on va ménager la fatigue de l'athlète. Ouais, effectivement, cette technique du fait de corriger des positions statiques chez certains, puis une position dynamique chez un autre et recorriger des positions statiques chez d'autres, en fait, c'est un jeu qui peut paraître très, très rébarbatif, mais en fait, ça nous permet de voir quasiment 5 personnes par répétition. Alors ça, tu sautes un petit peu en avant, c'est ce qu'on appelle le micro, macro, micro, ou plutôt le macro, micro, le macro, micro, macro, qu'on évoque un peu dans le level 2. Mais franchement, s'il y a des coachs qui nous écoutent, moi, mon conseil, c'est vous lancez pas là-dedans. Vous lancez pas là-dedans trop tôt. Là, je vous ai dit, le coach débutant, il va faire surtout du statique. Entre le coach débutant et Chuck Carswell, dont c'était l'anniversaire hier. C'est ce que j'allais dire. On peut même pas. Tout le monde a mis des photos de Chuck Carswell pour son anniversaire sur Instagram. Il a même pas Instagram, le mec. C'est quand même le truc le plus con du monde. Mais quoi qu'il en soit, le niveau intermédiaire, c'est peut-être de vous dire aussi parfois que ce que vous allez faire, c'est vous focaliser du coup que sur du dynamique. D'accord. Et donc le dynamique, par exemple, de l'overhead squat, ça pourrait être l'engagement des hanches vers l'arrière et vers le bas, ça peut être une trajectoire rectiligne de barre, mais juste vous dire que du coup, à chaque fois que vous comptez une rep, vous allez regarder qu'un la tête à la fois et vous focalisez que sur cet aspect. Et du coup, si vous faites ça, à nouveau, voilà le piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est d'avoir envie de corriger la faute dynamique que vous avez vue, alors que le mec il est en bas d'une position statique. Okay, je schématise, je me mets en position de l'overhead squat, okay, je fais mon overhead squat en envoyant mes genoux vers l'avant, mon coach le voit, et pendant que je suis en bas de l'overhead squat, il me dit Eli, c'est pas mal ce que tu as fait, mais sur la prochaine rep, j'aimerais bien que tu envoies tes hanches vers l'arrière. Ok, c'est super, mais pendant qu'il m'a dit ça, moi et mes petits copains, on a passé du temps en souffrance pendant 10 secondes en bas. À l'inverse, si mon coach il est focalisé que sur les fautes dynamiques, dans ce cas-là, il peut me dire ok, en bas, ok, en haut, Eli, sur la prochaine rep, envoie tes hanches vers l'arrière. Et donc résultat, le temps que j'ai passé sous tension avec mes autres petits camarades, il n'est pas très élevé. Moi non plus, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas frustré, je peux adapter la consigne. Et effectivement, quand vous êtes capable de faire les deux, soit d'envoyer du statique sur peut-être 2-3 athlètes consécutivement et que vous êtes rapide, que vous avez cette gymnastique de l'esprit de vous dire sur du dynamique, ça vaut peut-être la peine d'attendre que le mec il soit remonté dans une position entre guillemets de récup pour là lui envoyer la consigne. Là, vous pouvez commencer à mélanger les deux et faire ce qu'on appelle le fameux macro, micro, macro. Voilà, où quand le mec est en bas, un tel va mettre les genoux vers l'extérieur, l'autre va pousser la barre au-dessus de la tête, on se relève, toi au fait sur la prochaine rep, envoie tes hanches vers l'arrière et en bas, ça c'est mieux. Toi pousse la barre, toi recule là. Et c'est vraiment une gymnastique de l'esprit que je vous incite à pratiquer, mais simplement vous ne mettez pas trop la pression sur les épaules si vous êtes entraîneur. Allez-y vraiment, étape par étape. Ouais, carrément. La première chose, ce serait peut-être de votre côté, commencer à déjà noter dans un coin de votre feuille les points de focus que vous voulez. Comme ça, vous sortez déjà ça de la tête. Vous savez qu'à chaque étape de la progression, vous savez où est-ce que vous allez regarder. En fait, c'est un jeu qui est super facile. Eli parlait de pousser les hanches vers l'arrière et vers le bas à l'overhead squat. Et ben, si vous l'avez noté dans un coin de votre feuille, que vous vous dites, ok, dès que je regarde un overhead squat, je regarde que sa hanche. Bah, vous regardez la hanche du mec, s'il le fait bien, c'est bien, s'il le fait pas bien, on rappelle une autre rep. En fait, c'est un jeu qui est relativement facile à mettre en place et ensuite, il faut juste, comme quand vous pratiquez un mouvement, il faut pratiquer petit à petit et commencer sur des petits groupes, y aller par étapes, comme l'a dit Eli, commencer par les statiques, puis passer aux dynamiques et ensuite arriver à faire statique et dynamique quand on a un niveau un peu plus confirmé dans l'entraînement. Et du coup, c'est pareil, si vous avez l'occasion de vous filmer en tant que coach pendant que vous enseignez avec le PVC, ok, filmez-vous et faites-vous un vrai retour. Est-ce que vous avez donné de la consigne? Est-ce que les mecs, vous les avez laissés crever en bas une position qui n'était pas confortable? Et ensuite, n'hésitez pas à aller chercher aussi le feedback de vos athlètes pour leur demander, ok, est-ce que là, la séance était cool ou est-ce qu'elle était naze? Il faut vraiment chercher ça et essayer aussi de comprendre que, voilà, que le PVC, si jamais c'est un truc que vous n'aimez pas faire, en tant qu'entraîneur, c'est sans doute que vous le faites mal. Parce qu'un vrai échauffement au PVC ou une vraie technique au PVC, en vérité, ça envoie la sauce. Ça peut même servir d'échauffement général pour l'athlète, si je vous dis vraiment le fond de ma pensée. Mais simplement, voilà, il faut qu'on sache pendant combien de temps on le fait. Il faut qu'on ait une idée précise du nombre de reps qu'on a envie de faire. Il faut qu'on sache comment est-ce qu'on a envie de circuler au travers du groupe. Bref, la route vers l'excellence à ce niveau-là, elle est loin d'être facile. Et donc, vous devez être processé si vous voulez aller de l'avant.
Ouais, une bonne ressource par rapport à tout ça, c'est la nouvelle formation qui s'appelle Teaching Movement de CrossFit.com. Franchement, allez, si vous parlez un tout petit peu anglais, mais moi j'ai compris, c'est vachement bien. C'est une vidéo avec Eric O'Connor qui fait ça, qui s'occupait du compétiteur course avant. Allez voir ce truc-là, ça coûte pas très cher et en fait, ils expliquent point par point comment on peut enseigner les mouvements fondamentaux du CrossFit et c'est vraiment intéressant. Yes, une bonne ressource qu'on vous recommande. Pas mal, pas mal. Pas mal, hein? Et est-ce que ce serait pas l'heure de la reco? Ouais, moi j'ai déjà fait ma reco intelligente. Tu peux dire des bêtises, vas-y. Non les gars, j'ai pas de reco spécialement futé à vous faire aujourd'hui. Le seul truc, c'est que j'ai pris le métro pour la première fois depuis mon retour de ce pays rempli d'arbres et je suis tombé quand même sur le poster de Black Adam, ok, dans le tube. Ça sort avec le 19 The Rock, octobre. là. Ah, ouais. Ça a l'air fou ça. Écoutez, j'ai cru comprendre que The Rock allait mettre au moins une droite à Henry Cavill dans le film. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine. Donc quand vous en avez marre de vous entraîner, vous sortez, vous allez au ciné, vous allez voir le dernier The Rock et franchement, je pense que c'est pas que du temps de perdu. Eh ben écoute, si le micro était pas à nous, j'aurais drop the mic, hein. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Écoutez les gars, passez une très très bonne semaine. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Shaker Show. Ciao les gars.